Ça y est, on y est, l'automne pointe le bout de son nez et pour certains, hélas, c'est un peu aussi l'automne au travail. On réalise que notre quotidien nous pèse de plus en plus et qu'on va travailler à reculons. Alors si ces mots résonnent pour vous, je vous recommande chaudement, chaleureusement le Parcours Chance, le sponsor de cet épisode, parce que la vie est trop courte pour la perdre dans un travail qui ne fait plus de sens pour vous. Je vous en parle depuis un moment. Chance, c'est ce bilan de compétences et cette communauté d'entraide qui vous aide à redonner du sens à votre vie professionnelle. On a vraiment d'excellents retours des auditrices et des auditeurs de Métamorphose qui ont fait le Parcours Chance. En 3 mois, vous allez pouvoir redéfinir vos objectifs, renouer avec ce qui vous anime vraiment, repenser votre travail avec l'aide d'un coach professionnel qui vous sera dédié. Et ce que j'aime particulièrement chez Chance, c'est la force et la présence de leur communauté d'entraide. C'est un collectif hyper engagé qui est à vos côtés, prêt à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. Enfin, dernier détail non négligeable et qui devrait vous aider à sauter le pas, le parcours est 100% finançable grâce au CPF, votre compte personnel de formation. Alors les amis, je vous invite à vous mettre en action. Rendez-vous sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bonjour et bienvenue dans la nouvelle série du podcast Métamorphose, Parents conscients. Je suis Marion Duchesne, journaliste indépendante et maman en quête de sens sur les liens parents-enfants. Dans cette série inédite pour Métamorphose, nous allons parler nutrition, allaitement, fausse couche, grossesse et de plein d'autres sujets passionnants. Chaque semaine, pendant 8 semaines, j'accueillerai des personnalités inspirantes et expertes dans le domaine de la maternité afin de vous accompagner dans cette aventure enrichissante qui est celle d'être parent. Alors en route vers une parentalité consciente, sereine et bienveillante. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Ça y est, vous avez annoncé la bonne nouvelle à vos proches. Vous allez être maman. Alors que vous vous apprêtez vous-même à marcher en terre inconnue, injonctions jaillissent de tous les côtés. Tu ne devrais pas manger ça. Et tu as pensé à ta carrière. Tu devrais demander à savoir le sexe. Tu veux une péri ou pas ? Je ne t'imagine pas du tout maman. Eh bien, ce sont toutes ces caricatures que mon invité a décidé d'envoyer valdinguer en orbite à coups de crayon noir et de métaphores poétiques. Au programme, une BD en 3 tomes, avec une bonne dose d'humour et la compagnie d'un chat noir appelé Méphistophélix, qui se permet de tout dire entre blagues carambar et étiquette de yogati, pour reprendre ses mots. Avec un seul objectif pour elle, parce qu'elle est déjà passée par là 2 fois, dédramatiser la grossesse et l'accouchement. Après avoir fait découvrir aux mamans leurs super pouvoirs, et avant de les aider à les propager, elle nous apprend comment les amplifier. Bonjour Lucille Gomez. Bonjour. Comment Lucille, la dessinatrice que vous êtes, la créatrice que vous êtes, est-elle devenue une experte de la maternité ? Alors, c'était pas du tout attendu de ma part de devenir experte de la maternité. J'étais même pas certaine de vouloir des enfants. Et puis, quand je suis tombée enceinte avec joie de mon premier bébé, j'ai découvert tout un monde que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai découvert surtout à quel point j'avais des a priori, des préjugés, des croyances. Et ma sage-femme m'a aidée à prendre connaissance de mon corps à ce moment-là. Ça aurait pu s'arrêter là, mais après la naissance de mon bébé, je me suis rendu compte à quel point tout ce que ma sage-femme m'avait transmis, en fait, était méconnu, même de la part de femmes qui avaient parfois accouché plusieurs fois, et que j'avais eu la chance d'avoir ces informations parce qu'elle m'avait énormément rassurée, elle m'avait vraiment aidée à vivre une naissance superbe, comme on peut en rêver. C'est ce que vous dites, le savoir, c'est le pouvoir. C'est pour ça que vous avez pris la plume pour informer les mamans. Aujourd'hui encore, Lucille, vous trouvez que les mamans ne sont pas suffisamment informées sur la grossesse et sur l'accouchement, ou ça va mieux, on a fait des progrès quand même ? Alors c'est très difficile pour moi de répondre à cette question parce que ça a été vraiment flagrant que les mères étaient mal informées à la suite de mon premier bébé, parce que tout simplement mes amis tout d'un coup se sont mises à me raconter leurs accouchements et parfois ils étaient clairement traumatiques et même quand ils ne l'étaient pas, ils avaient été très mal compris. C'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression qu'elles n'avaient rien compris de ce qu'elles avaient vécu. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a du mouvement quand même dans ce domaine-là. J'ai envie de croire que c'est du mouvement vers le mieux, mais il y a quand même des bémols à mettre.
En revanche, comme je suis vraiment immergée maintenant, je suis entourée de sages-femmes qui s'intéressent à la physiologie. Voilà, je sais pas si j'ai pas un biais qui me donne l'impression que beaucoup plus de monde est au courant. Malgré tout, j'ai l'impression que les informations circulent un petit peu plus. Vous avez presque fait un travail journalistique. Au-delà du coup de crayon, j'allais dire, il y a vraiment un travail, oui, c'est ça, d'enquête que vous avez réalisé. Merci de l'avoir remarqué. En fait, quand j'ai commencé à me rendre compte du besoin d'informations qu'il y avait, j'avais seulement accouché une fois et j'avais eu quelques cours de préparation à la naissance grâce à ma sage-femme. Mais ensuite, j'ai pas voulu m'en tenir là parce que c'est quand même un sujet important. Et donc, j'ai suivi des formations auprès de sages-femmes. Je me suis énormément renseignée, j'ai beaucoup lu. J'ai aussi stalké des groupes de femmes enceintes pour comprendre ce qu'elles appréhendaient le plus, pour avoir leur récit de naissance, afin de m'aider à vraiment avoir une... Et ça m'a pris 7 ans, en fait. Et ensuite, il a fallu que je garde la spontanéité et que je transmette les informations de la manière la plus légère possible, sans avoir quelque chose d'un peu présomptueux de spécialiste, que je n'étais malgré tout pas, malgré tous les renseignements que j'avais pris. Donc oui, c'est un travail qui m'a passionnée, mais qui m'a pris beaucoup de temps et qui sortait un petit peu de la zone de confort que j'avais avant en tant qu'autrice de BD. Et du coup, vous avez vécu la première naissance et la deuxième de la même manière ou pas du tout ? Pas du tout, pas vraiment. C'est-à-dire que pour mon premier bébé, j'étais vraiment dans le cas de la très grande majorité des femmes lorsqu'elles tombent enceintes, c'est-à-dire que j'y connaissais rien du tout. Pour moi, un accouchement était forcément douloureux. C'était forcément le barème qu'on donne aux gens quand on dit « Alors, t'as eu mal, plus mal ou moins mal que pour ton accouchement ?» Comme si c'était vraiment la douleur ultime que d'accoucher. Et pour moi, c'était forcément avec une péridurale qui était forcément un acquis féministe. C'était forcément dans un hôpital et ce sont des rencontres et puis la chance et le hasard qui ont fait que je me suis intéressée à la physiologie. En revanche, pour le deuxième bébé, j'étais déjà très renseignée, j'avais très envie d'accoucher chez moi à la maison et c'était compliqué de le mettre en place parce qu'il y a peu d'offres d'accompagnement en France et j'ai finalement accouché à la maison de manière fortuite, on va dire, mais maintenant avec le recul, je me rends compte que c'est aussi parce que j'étais très bien renseignée que finalement j'avais pas du tout hâte de prendre les transports pour me rendre à la maternité et que finalement les choses se sont passées de telle sorte que je suis restée à la maison. Donc c'est pas du tout les mêmes expériences en fait. Vous racontez cet accouchement à la manière occidentale qui demeure aujourd'hui encore, sur le dos, les pieds dans l'étrier. Ça vient de très loin, en fait, parce que vous faites des références historiques. C'est très mignon, c'est très drôle, mais c'est vrai, on l'a oublié que ça date de l'époque de Louis XIV. Vous pouvez nous raconter un peu cette histoire d'accouchement, ce qui s'est passé, en fait ? Oui, alors c'est vraiment aussi représentatif, je trouve, du fait que le respect des femmes lorsqu'elles donnent naissance n'est pas une histoire de milieu social. Que dans tous les milieux, on peut faire fi du corps des femmes et qu'au contraire, même parfois, dans des milieux bourgeois, même par la suite, dans le 19e, etc., il peut y avoir l'idée qu'une femme nous appartient et que son corps nous appartient et que ce sont des hommes sachants qui vont aider à accoucher. Donc, ce roi avait je me souviens plus tout d'un coup. Louis XIV, en fait, oui, il voulait vous assister, c'est ça, en fait, à l'accouchement de la reine, en fait. Donc, non, c'était pas la reine, c'était... sa favorite. Oui, sa favorite, voilà, c'est ça, c'est son nom que j'ai oublié, j'ai honte, mais voilà. Donc, il voulait assister à l'accouchement, qui était normalement plus une histoire de femme, et c'est pour ça que on l'a mise dans cette position d'exposition, donc allongée sur le dos avec les jambes écartées, pour qu'il puisse voir naître son enfant. Et c'était pas du tout le souhait forcément de la personne qui donnait naissance, quoi. Donc c'est vraiment l'idée que c'est un homme de pouvoir qui a commencé à initier cette position. Vous parlez très joliment, avec beaucoup d'humour, de phallunette, parce que vous dites finalement, on est aujourd'hui encore, on a un regard phallocrate sur la grossesse et l'accouchement.
Et il serait temps, selon vous, de retirer ces falunettes. On y arrive ou pas? On arrive à enfiler des lunettes d'égalité, j'allais dire, ou pas aujourd'hui, Lucie? Je pense que c'est vraiment une histoire de vigilance de chaque instant, de pas se retrouver enfermé dans un biais qui est celui de notre société, celui de notre époque, et que même moi, certainement, toutes les connaissances sont colorées par le monde qui nous entoure. C'est complètement normal. Le seul truc, c'est de s'en rendre compte pour essayer de réajuster sans arrêt le regard qu'on porte sur les choses. Et c'est vrai que ce que j'appelle les falunettes, donc c'est un peu l'équivalent du male gaze, on va dire, c'est le regard patriarcal sur le corps des femmes. C'est possible, je pense, de les enlever, et ça l'est d'autant plus qu'on en prend conscience. En fait, l'idée, c'est pas de les enlever, de les mettre, c'est de réaliser qu'elles puissent exister pour pouvoir réajuster un peu les choses. Mais c'est vrai que, par exemple, quand on découvre un squelette avec des attributs de pouvoir, on pense d'emblée que c'est celui d'un homme, avant de comprendre que non, des femmes pouvaient être enterrées avec des attributs de pouvoir. Je veux dire, de tout temps, les scientifiques ont été eux-mêmes, la science n'est pas toujours 100% exacte, elle mérite sans arrêt d'avoir des réajustements. Et je trouve ça super intéressant de se dire ça, que ça passe forcément par une interprétation. Et c'est le cas pour le bassin des femmes aussi. On a pensé que le propre de l'être humain, c'est de marcher sur deux jambes. Et donc, ça avait modifié le bassin des êtres humains, et notamment des femmes. Et c'est cette idée que donc, c'est à partir de ce moment-là où l'être humain se met à marcher sur deux jambes que les femmes ont besoin d'aide pour donner naissance, parce qu'elles auraient le bassin qui se serait rétréci. Et ça aussi, c'est une interprétation patriarcale, en fait. C'est-à-dire que tout l'être humain aurait évolué, tout serait parfait, sauf le bassin des femmes. Les choses changent. Je pense quand même qu'on commence à retirer les falunettes. Enfin, j'ose espérer. Oui. Et entre l'accouchement très médicalisé, dont on revient un peu aujourd'hui, et le tout naturel, est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu à trouver, Lucille, qui serait de s'écouter? C'est ce que vous dites, finalement, à travers ces 3 tomes, ces 3 BD, c'est que la femme, elle doit s'écouter avant tout et d'abord. Oui, et ce qui est très difficile pour les femmes, parce qu'on n'a pas l'habitude de s'écouter. On a l'habitude de penser que notre corps ne correspond pas à ce qu'il devrait être. Il a trop de cellulite, alors même que la cellulite n'est pas un problème de santé, ou il est trop petite poitrine, ou trop grosse, ou trop... Enfin, on est toujours trop ou pas assez. On a vraiment intégré cette idée qu'il y avait une façon d'être une femme et que c'était la seule possible. Bien sûr, pour moi, j'espère que ça se comprend bien dans les livres, mais vous me le confirmez, c'est que j'ai pas du tout l'idée de jeter la médecine à la poubelle et que tout le monde doit absolument accoucher de manière naturelle toute seule dans les bois. J'ai pas non plus l'idée qu'il faille absolument avoir un accompagnement surmédicalisé pour chacune. La difficulté, c'est justement d'être à l'écoute dans une époque où on est sujet à la rentabilité, des hôpitaux, des accompagnements, de la santé. Pour moi, l'idée, ce serait vraiment de pouvoir être à l'écoute de chaque situation qui est différente pour pouvoir l'ajuster au mieux. Et vous qui êtes au contact avec des sages-femmes, des gynécologues, avec tout le monde médical qui entoure la grossesse, des mamans aussi, des papas, parce que ça compte énormément aussi, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Manque de moyens, c'est ce qu'ils vous disent? Vous avez des retours par rapport à ces BD depuis le temps. Il y a quoi qui bloque encore aujourd'hui pour avancer? Franchement, il y a des choses que je trouve mystérieuses sur les blocages que l'on vit. Donc, je pense qu'ils sont l'héritage d'une vraiment de croyances très fortes sur l'accouchement, qui est forcément très dangereux, etc., et qui doit forcément s'accompagner de tout un attirail de techniques. En vérité, je crois que ce qui bloque, c'est ce qui bloque aussi dans pas mal d'autres pans de la société, à mon sens, c'est-à-dire les moyens humains, avant tout. C'est-à-dire que s'il y avait la possibilité pour une femme, une famille, puisque comme vous l'avez dit, les papas comptent aussi, les bébés, d'être accompagnés par 1-2 personnes tout le long de la grossesse, la même personne, qu'elle puisse être là, complètement disponible le jour de l'accouchement. Ne serait-ce que le fait qu'il y ait une femme, une sage-femme, ce n'est pas juste un slogan. Le fait qu'une sage-femme soit complètement dédiée à un accouchement, ça lui permet de rester en retrait et de déceler les petits signes qui disent que tout va bien, les petits signes qui disent que là, peut-être, il faut être vigilant. Ça, c'est pas possible quand une sage-femme est seule avec plusieurs femmes qui accouchent, qu'elle passe d'une pièce à l'autre, qu'elle doit faire de l'administratif.
là, elle est obligée de donner le relais à la pharmacopée, à la technique, au planning. Et c'est là qu'on en arrive, selon moi, à des choses qui deviennent... tout est dit, quoi, qui deviennent moins humaines, en fait. C'est cette déshumanisation, d'où ces lunettes que vous voulez faire enfiler à toutes les futures mamans. Ce sont ces lunettes de la confiance. Elles sont très belles, vos lunettes, puisqu'on va les visualiser. Ce sont des lunettes en forme de cœur rose. Et vous dites aujourd'hui, on porte encore, au tout début de la grossesse, de nombreuses femmes, en tout cas, portent les lunettes de la pathologie. C'est la grosse flip, en fait. On a peur, parce que c'est l'inconnu. Comment on retire ces lunettes, Lucille? Comment on enfile les lunettes de la confiance? C'est là toute la trame de vos BD. Il y a des temps forts, il y a des mots-clés, il y a des aides. Oui, pour moi, quand j'ai fait ce livre, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu voudrais que les gens aient retenu en refermant le livre s'il devait y avoir qu'un seul mot? Et pour moi, c'était le mot confiance. Seulement cette confiance, c'est joli comme ça, mais quand on est issu d'une culture où c'est forcément dangereux d'accoucher, et douloureux, etc., c'est pas si facile à acquérir. Pour moi... L'important dans ces moments-là, c'est de la connaissance. Parce que c'est via la connaissance qu'on va pouvoir être rassuré, comprendre comment fonctionne notre corps, comprendre ce qui va être important pour nous. Le problème qu'il y a souvent, c'est qu'on est tellement entouré d'informations tout au long de la grossesse qui sont des informations anxiogènes, c'est que la connaissance sur la physiologie, pour moi, qui est importante à acquérir, parce que c'est celle-là qui nous manque énormément. On a affaire à beaucoup de gens qui sont spécialistes de la pathologie et qui vont nous donner tous les risques. Donc, ils ont l'impression de nous informer, c'est très bien, mais ils vont dire « voilà le risque 1, voilà le risque 2, voilà le risque 3 ». Et sans arrêt, tout est coloré comme ça sur les risques. Mais on ne nous apprend pas, parce que les équipes elles-mêmes le savent très peu, sont très peu formées, comment ça fonctionne bien, et comment accompagner ça. Donc c'est pour ça, découvrir ses super pouvoirs, les amplifier, ça c'est pour accompagner, avoir les bonnes conditions autour de soi pour pas entraver la physiologie. Parce que le problème qu'il y a à trop avoir peur et à trop vouloir se prémunir des risques, c'est que parfois c'est contre-productif dans le sens où on va vouloir être sûr que tout se passe bien, donc on va mettre une lumière très forte, la femme dans une position qui va pas du tout, beaucoup de monde qui vont venir vérifier, faire des touchés vaginaux, etc. Et ça entrave le bon fonctionnement d'un accouchement. Donc voilà, pour moi, la connaissance, ça permet de savoir comment, et même si on n'a pas une sage-femme complètement disponible, comment mettre en place autour de soi les bonnes conditions pour accompagner la physiologie et la naissance. Vous dites aussi, Lucille, que c'est le néocortex qui est l'un des plus gros ennemis de la femme enceinte. Pourquoi ce fameux néocortex? Pour moi, c'est un des plus beaux paradoxes de l'être humain. C'est qu'à la fois, il a ce cerveau qui est capable de nous inscrire dans le temps, de prendre la connaissance du passé, et en même temps de se projeter dans le futur. Et en même temps, ça nous entrave le jour de l'accouchement. Parce que l'accouchement, c'est un moment où on devrait se sentir 100% mammifère, et donc laisser de côté la projection dans le futur, donc l'imagination, où on pense aux risques possibles, et en même temps ce qui nous habite dans le passé. Donc voilà, tous les récits d'accouchement qui ne sont pas forcément bien passés autour de nous. Ça, c'est vraiment une entrave, ce néocortex qui réfléchit, qui analyse, qui se dit « là, je suis en train de vivre ça, et là, il peut se passer ci, etc. » Tout ça, c'est vraiment à laisser de côté le jour de l'accouchement, et c'est facile à dire, mais c'est pas si facile à faire. Donc, si autour de nous, les gens savent ça, ils vont peut-être pas nous dire « bon, t'as mis où ta carte vitale ? Ne fais pas ça. » Puis eux-mêmes être stressés, ce qui se communique énormément. Non, le jour de l'accouchement, ce qui serait le plus aidant, ce serait de laisser la mère oublier tout le reste et être complètement dans son corps pour qu'elle puisse laisser parler sa partie mammifère, la partie mammifère de son cerveau qui envoie les bonnes hormones pour que les choses se passent au mieux, en fait. Honnêtement, est-ce qu'il ne faudrait pas changer les mots utilisés pour parler de la grossesse et de l'accouchement aussi? Parce que quand on entend phase de latence, travail, expulsion, délivrance, c'est pas très rassurant non plus. Ouais, mais les mots parlent énormément, oui. Les mots parlent énormément de la façon dont on envisage les naissances. Ce sont des mots qui ont été mis là pour certaines raisons, mais en effet, moi, j'aime bien changer ces mots-là pour les envisager l'accouchement différemment. Et l'histoire de Méphistophélix, le chat noir, l'idée de le faire venir dans cette BD pour pousser un peu les choses au bout, poser les vraies questions, ça vous est venu comment, cette idée du chat noir? Ce chat noir, je m'en sers déjà depuis longtemps, il existe dans ma tête et il fait vraiment partie de moi.
Et c'est une manière pour moi, même avant mes livres sur la naissance, de relativiser. C'est-à-dire que quand j'ai des angoisses, c'est lui qui les exprime. Voilà. Et donc dans ce livre, il est venu complètement naturellement, parce qu'il y a une partie de moi qui avait envie de transmettre des messages, mais que je réalise très clairement qu'il y a des objections à ces messages, parce que moi-même, je les ai pensés. Donc le chat, il est là pour les incarner, pour les dire « Quoi ? Tu veux accoucher sans péridurale ? Mais tu veux que toutes les femmes... Tu veux retourner à l'ère de la bougie ? Tu veux que les femmes accouchent ? Tu penses que c'est... Enfin, tu penses que c'est... pour mériter d'être mère, il faut souffrir, enfin voilà. Ou pas souffrir. Et donc tout ça, ce sont des choses que j'ai pu penser moi. Et il est toujours là pour remettre, en fait, pour formuler toutes les objections que le lecteur pourrait, de façon complètement légitime, avoir. Donc ça me permet de faire un dialogue. C'est beaucoup mieux que si j'avais un cours magistral où j'explique toute seule en monologue, voilà, toutes les connaissances que j'ai. Non, je trouve que c'était beaucoup plus rigolo de le faire en dialogue. Il y a une phase de l'accouchement qui vous a marqué plus qu'une autre, vous, Lucille, ou dans vos souvenirs. Vous avez accouché 2 fois, mais il y a un moment qui a été plus fort, plus intense. Vous parlez quand même de voyage. L'arrivée d'un enfant, c'est un voyage. Alors, il se fait soit en 4x4 de la péridurale ou en rando de l'accouchement physiologique. Mais c'est un voyage qui n'est pas simple. Et vous, votre voyage, ils se sont passés comment, vos 2 voyages ? Il y a eu des temps plus forts ? Alors déjà, la base de tout, c'est de savoir que quand on laisse parler son cerveau à mammifère, les hormones qui sont présentes sont l'ocytocine, qui rend l'accouchement intense, qui provoque des contractions, qui sont efficaces et donc quand même intenses, mais que quand c'est sécrété de manière spontanée dans le cerveau, l'ocytocine vient toujours avec l'endorphine, qui est endorphine, c'est de la morphine endogène en quelque sorte, ça vient apaiser les douleurs, apaiser l'intensité, etc. Et que donc ces 2 hormones de concert rendent les choses supportables. L'endorphine, ça va nous shooter complètement. On est vraiment dans une bulle, on est vraiment ailleurs, et donc l'intensité des contractions est toujours apaisée par l'endorphine. Et moi, ça, je l'ai vraiment vécu. Pour mon premier accouchement, j'avais ça. Et qu'ensuite, si on stimule le néocortex, ce qui arrive, c'est de l'adrénaline, du cortisol, et ça, ce sont des hormones qui empêchent la sécrétion d'ocytocine, donc d'endorphine. Et donc, ça enraye tout le processus. Pour mon premier accouchement, on m'avait tellement dit que ça allait être douloureux, que j'étais chez moi, j'avais des contractions, mais je me disais, non, ça me fait pas encore assez mal. Donc, j'étais chez moi, j'attendais, et de plus en plus, j'étais shootée par mes endorphines. Et donc, j'ai mis très longtemps avant de me décider à aller à la maternité. Et donc, j'ai très bien senti qu'au moment où j'ai commencé à stresser, la douleur est arrivée. Parce que tout le processus s'est enrayé. C'est ce que vous dites, pas de stress, surtout 3e trimestre, et vraiment apprendre à se déstresser. Il y a des méthodes pour ça, en fait. Il faut se faire du bien, tout simplement. Oui. Comment on peut se faire du bien ? Alors vous dites, il faut marcher, se reposer, mais pas que, il faut bouger davantage, en fait, à l'approche du terme. On l'oublie un peu. En fait, le fait de bouger, quand on a le gros ventre, et même que c'est peut-être plus compliqué de bouger, ça aide tout simplement le bébé à descendre et le col à se dilater. C'est très mécanique, en vérité. Donc, dans le livre, j'explique aussi comment on peut se reposer en ayant, malgré tout, une position qui aide le bébé à se positionner dans la façon la plus aisée ensuite pour l'accouchement. Donc, voilà, c'est sûr que bouger, ça sécrète aussi de l'ocytocine, manger un petit peu de chocolat si on aime ça, faire des choses qui nous font plaisir, voilà, sans se stresser sur tout. C'est sûr que c'est aidant, ça paraît vraiment bêta, dit comme ça. Oui, mais on l'oublie en fait. Oui, on est happé souvent par les choses de la vie et on oublie de prendre soin de soi. Surtout quand on est une femme. Oui, exactement. Et vous parlez de... vous l'avez évoqué, là, ce mouvement, c'est une danse, en fait, l'accouchement. Une danse de transition, vous dites, alors, qui commence déjà avec la maman, puis après à 2 avec le bébé, et puis à 3 aussi, avec le père, le coparent qui accompagne, et plus encore, avec toutes les personnes autour aussi qui sont présentes. C'est très joli, c'est très poétique, cette danse de la transition. Ça se passe comment, d'ailleurs, ce mouvement parce que bébé, il a un sacré chemin à parcourir, en fait. On ne se rend pas compte. Oui, et puis il est très actif. On a tendance à l'imaginer passif dans le processus, mais le bébé est très actif et parfois aussi se réconcilier quand on se dit « Ah, j'ai pas fait, j'ai pas su, mon bébé, etc. » Parfois, il a assez bonnes raisons aussi, le bébé, d'être en siège et on n'est pas au courant, on n'est pas forcément coupable de tout en tant que mère. C'est un gros scoop, là, que je suis en train de dire.
Les mamans, vous n'êtes pas coupables de tout. Donc oui, le fait de bouger, ça aide le bébé à trouver son chemin, ça aide le bassin à s'élargir à certains endroits et pas à d'autres. Le simple fait d'être statique, ça entrave vraiment, ça n'aide pas du tout le bébé à arriver. Et puis c'est quand on parle de danse, on le sait bien, quand on arrive dans un lieu, parfois il y a une ambiance pourrie, on a l'impression que tout le monde nous regarde, on n'arrive pas à danser. Je veux dire, les gens ont beau nous dire « Allez, viens danser, allez !» Non, c'est juste malaisant et on n'y arrive pas. Et d'autres fois, on arrive dans une ambiance où tout est fait pour qu'on ait envie de bouger. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas que la maman, encore une fois, c'est aussi un environnement qui lui permet plus ou moins de... C'est très important en amont de savoir si on veut accoucher en milieu hospitalier, à la maison, avec une doula par exemple, ou pas, avec telle ou telle sage-femme avec qui on s'entend bien, qui nous connaît bien. Tout ça, il faut vraiment le préparer. Et parfois, vous le dites, ça se fait pas forcément. D'ailleurs, la préparation à l'accouchement, parfois on a quelques séances, très peu. Il faut vraiment choisir ce qui nous correspond. Donc il faut revenir à soi, s'aligner à soi. Oui, alors c'est vrai que c'est difficile pour moi de donner des conseils et de dire il faut, parce que, encore une fois, j'ai peur que ça retombe sur le dos des femmes et un peu aussi, et de dire oh là là, c'est de sa faute, elle n'a pas réussi, etc. On a aussi parfois de bonnes surprises, c'est-à-dire que on peut se retrouver dans un milieu très médicalisé et réussir malgré tout à être dans sa bulle et que ça se passe de manière très fluide. Cela dit, il y a quand même des choses qui aident, en effet, déjà d'avoir les connaissances, ensuite d'être accompagné par quelqu'un en qui on a confiance, dans un lieu en qui on a confiance, etc. C'est vrai qu'on peut faire un peu d'hypnose, le simple fait d'avoir la démarche de prendre soin de soi et d'avoir l'impression d'avoir choisi le lieu, ça aide aussi à bien le vivre si ça se passe pas exactement comme on avait imaginé, parce que on sait de manière consciente pourquoi on avait choisi cet endroit et pourquoi c'était le choix opportun au moment où on l'a fait. Et parfois, ça veut pas dire que pour un deuxième enfant, on va faire le même choix, justement, parce qu'on aura évolué. Se laisser le droit aussi de pas être tout de suite la meuf hyper détendue qui arrive à accoucher en éternuant. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une histoire de chacun et comprendre que c'est un moment de vie très particulier, mais que voilà, tout s'arrête pas là non plus, quoi. Et ça, c'est uniquement le choix de la maman, vous pensez, ou le père, le coparent a aussi son mot à dire? Alors, je pense que c'est avant tout le choix de la maman. Malgré tout, évidemment que le choix de la mère va être coloré par l'attitude du père. C'est-à-dire que si une maman a très envie d'accoucher à la maison, mais que tout le monde autour d'elle lui dit « t'es folle !» et est extrêmement stressée vis-à-vis de ce choix, elle va avoir évidemment plus de difficultés à mettre en place ce choix, parce qu'elle aura peut-être toujours en arrière-pensée que si ça se passe pas exactement comme elle avait prévu, elle va se prendre le retour de bâton sans arrêt, Enfin voilà, et puis le domicile, souvent c'est aussi le domicile du coparent, donc c'est aussi donc en effet, je pense que le projet de naissance, c'est pas seulement dire je veux une péri, j'en veux pas, etc. Pour moi, ça c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est le projet de naissance, c'est d'en discuter avec soi-même déjà. Qu'est-ce que j'aimerais, de quoi je me sens capable. Si je m'en sens capable, est-ce que je m'en sens capable seule, ou est-ce que j'ai besoin de mettre en place, de convaincre tout le monde autour de moi? Ça demande pas la même énergie. Ensuite, en parler avec le coparent s'il y en a un, l'environnement. Pas aller trop chercher loin l'environnement non plus. On n'est pas obligé que tante Roberte soit d'accord, je veux dire. Et puis les équipes médicales, parler avec elles, et en effet, ne pas hésiter à changer d'interlocuteur si on sent qu'on n'est pas écouté. Par exemple, si on dit ah oui, vous êtes branché accouchement naturel avec les yeux levés au ciel. Bon, ça, c'est pas une attitude qui aide, quoi. On sent tout de suite qu'on n'a pas envie de continuer avec cette personne. Exactement. Quoi. Il faut pas hésiter à se dire non, c'est pas OK. Si je me sens pas écoutée, c'est pas OK. Donc, ce projet de naissance, c'est plus un moment d'éclaircissement, de prise de confiance aussi en soi et aux personnes qui nous entourent, et quitte à ce que ça se passe pas comme on a prévu, en fait. Ça sera toujours le cas, finalement. Oui, ça se passe. Mais au moins, on a balisé. Au moins, on a balisé. On a mis des balises. Pas hésiter à visualiser ce que ça pourrait être dans l'idéal, pas se dire oh là là, non, je vais pas me donner de faux espoirs. Non, donnez-vous des espoirs. Ça aide énormément de se donner des espoirs, de savoir que ça peut bien se passer, que ça peut se passer exactement comme vous l'avez imaginé. Faites-le, quoi. N'hésitez pas. On a tendance à pas s'autoriser de rêver quelque chose d'idéal. Non, faites-le. Vraiment, je pense que ça aide. Mais après, accepter, c'est comme quand vous aurez le bébé avec vous, cette petite personne qui va grandir. Vous l'avez rêvé avocat. Il voudra faire du jonglage. Et il faudra composer avec la personne qu'il est, quoi. Et pareil pour
prendre sa posture d'adulte, en fait, vis-à-vis même des équipes médicales. C'est votre vie, c'est vous l'adulte, vous n'êtes pas moins que la personne qui a des diplômes devant vous. Et il y en a qui savent vous écouter, donc choisissez celles qui sauront vous écouter. On va parler de votre coup de crayon et on va revenir dans une de vos 3 BD sur ce temps fort qu'est la nidification. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des femmes à ce moment-là? Parce que c'est particulier aussi en termes hormonal. Qu'est-ce qui se passe, Lucille Gomez? Alors moi, je l'ai vécu très fort. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde à ce niveau-là, mais moi, qui avais toujours été un peu nomade dans ma vie, j'avais pas d'appartement fixe, je changeais tous les 3 mois de lieu de vie, je voyageais beaucoup, etc. Au moment où je suis devenue mère, ça m'a surpris moi-même, quoi. J'ai eu un besoin très fort de m'ancrer quelque part et que tout soit accueillant pour mon bébé. Voilà, donc la nidification, c'est ça. C'est la préparation d'un lieu sécure, en fait, pour son bébé. Ça paraît bête, mais c'est l'intérieur qui passe à l'extérieur, quelque part. Quelque part, oui, c'est ça. Et donc là, vraiment, les gens qui accompagnent peuvent être un peu déroutés parce que pas forcément sur le même tempo. Je me souviens que mon compagnon avait vraiment du mal à comprendre pourquoi il était urgent d'avoir une table allongée. Enfin... Donc c'est normal, c'est une phase normale, sachez-le. Ouais. C'est bon à savoir. Ouais, donc vous, chez vous, c'était très intense. Oui. Et qu'est-ce que cette intériorisation maternelle dont vous parlez dans vos BD et en quoi est-elle le critère le plus fiable en fin de grossesse et à l'heure de l'accouchement, ce temps d'intériorisation? Ce que j'appelle l'intériorisation matérielle, c'est le moment où on parle souvent de rythme de contraction. Le moment pour aller à la maternité, c'est avoir des contractions toutes les... Alors là, selon les sages-femmes, il y a un minutage particulier. On sort la montre. Voilà, on sort la montre. Or, sortir la montre et parler de chiffres, c'est un peu stimuler son néocortex. C'est un peu rester dans l'analytique. Et la mère, elle a besoin d'oublier le contexte. Donc, le compagnon, on peut sortir la montre. Il y a des applis aujourd'hui qui peuvent aider aussi à se détacher de ce côté, voyons, le calcul mental, quoi, qui, moi, ne me convenait pas. Et l'intériorisation matérielle, c'est le moment où on est toutes à ces contractions, en fait. On se rend compte, le compagnon ou la compagne peuvent se rendre compte que la mère ne répond plus quand on lui pose une question, qu'elle a besoin de s'arrêter de parler quand elle accueille la contraction. En fait, elle commence à être déjà ailleurs, elle est dans son voyage. Elle a sorti sa carte super pouvoir bulle. Voilà, c'est ça, exactement. Dans sa bulle. C'est ça que j'appelle l'intériorisation maternelle. Et c'est pour ça que c'est dommage, parce que souvent, c'est le moment où on stimule un peu la mère. Elle doit se déplacer pour aller à la maternité, on lui pose plein de questions. Voilà. Alors qu'elle est redevenue une maman mammifère. En fait. Essayez, quand vous accompagnez les mamans, de préserver ça. Vous êtes l'interface avec l'équipe médicale et elle, si elle peut au maximum rester dans son monde, c'est mieux. On a compris que l'ocytocine, à ce moment-là, c'était essentiel, très important, vous l'avez dit, Lucille. Est-ce qu'il y a des 6 indispensables, vous en citez 6, indispensables pour faire venir, c'est très joli, c'est comme la sève, l'ocytocine en soi. Il y a ne pas avoir soif, ça, on n'y pense pas toujours, mais c'est vrai qu'il faut avoir de l'eau. Ne pas avoir faim, ça aussi, quand on part à la maternité, c'est pas forcément après un repas ou quoi que ce soit, donc il faut toujours avoir quelque chose sur soi dans sa petite valise. Ne pas avoir froid, l'intimité, le choix du lieu, le mouvement, on l'a dit, la sécurité affective. La belle famille, la famille joue un rôle aussi important dans ces moments-là. Pour le 3e trimestre, j'entends, peut-être pour aider la maman à se poser, justement, ça c'est important. Est-ce que c'est pas vraiment une habitude encore dans notre monde occidental d'être aidé au 3e trimestre D'être aidé au 3e trimestre et d'être aidé même après la naissance, c'est encore plus, selon moi, le moment où la solitude pèse énormément sur les mères parce qu'elles sont souvent seules avec leur bébé, avec le père qui retourne travailler très tôt et on est dans des schémas de famille très nucléaires, on se sent seul responsable à nous seuls, alors quand même qu'on a un corps de postpartum de ce petit bébé si vulnérable. Mais oui, l'environnement compte énormément. En fait, on n'accueille pas un bébé seul. Je crois qu'on fait, en tant qu'être humain, société. Et la société commence déjà dans la famille. On disait toujours, il faut tout un village pour élever un enfant. C'est ça. On a un peu perdu ça de vue quand même. On a beaucoup perdu ça de vue. C'est-à-dire qu'on demande l'impossible aux parents. On les informe sur le côté délétère
et je suis complètement d'accord de l'éducation à l'ancienne. Il faudrait être un éducateur bienveillant, mais quand on est seul et qu'on ne sait pas comment faire et qu'on est exténué, c'est difficile aussi d'être tout le temps à l'écoute de son tout petit. Donc, pour moi, c'est important en effet, ça vient déjà dès la naissance, peut-être avant la naissance, savoir aussi mettre à l'écart les gens dont on sent qu'ils vont pas être des aides, mais des voix culpabilisantes et jugeantes autour de soi. Non, ça fait un grand ménage de devenir parent. Ça pose des milliers de questions qu'on se posait pas avant. C'est que le début du voyage, en fait. Oui, c'est que le début du voyage. Donc c'est vrai que ça commencer à s'écouter soi et ses besoins dès la grossesse, ça peut aider aussi à continuer à le faire une fois que le bébé est là. Quand il sort, ce bébé, quand il arrive, ça y est, comment amplifier ses super pouvoirs à ce moment-là, enfin, juste avant? On a parlé de mouvement, j'y reviens. L'abandon aussi. On a parlé de l'abandon aussi avec ce fameux néocortex. Bon. La gravité, et ça, je pense au docteur Bernadette de Gasquet, avec le choix des positions aussi qu'on peut adopter pour l'accouchement. Ça, vous en parlez beaucoup aussi. Vous avez découvert tout ça aussi au fil de votre travail d'enquête, ou vous le saviez déjà quand vous avez accouché? Ma sage-femme m'avait initiée. Oui, vous avez eu la chance d'avoir une très bonne sage-femme. Ce dialogue-là, après, je me suis beaucoup plus renseignée, ne serait-ce que, par exemple, pour dessiner quelque chose de manière claire, il faut l'avoir compris de manière claire. Donc, le périnée, par exemple, qui est une zone vraiment très, très importante dans sa vie de femme, en fait, même au-delà du fait d'être mère, comprendre comment ça fonctionne, quels sont les muscles, etc. Tout ça, toutes les informations. Et franchement, c'était difficile pour moi de trier, parce que je trouvais que tout était important. Mais j'ai appris beaucoup de choses par la suite, oui. Par exemple, le slogan « bouche molle, col mou », c'est très bête, mais pendant l'accouchement, parfois, avec la peur, un peu, on peut se crisper les mâchoires. Déjà, comprendre que en se décrispant les mâchoires, en faisant, je le dessine, en faisant comme ça, des choses qui ouvrent la bouche et qui la détendent, ça aide à détendre le col en bas, en fait. C'est relié. Bon, tout ça, c'est des choses que j'ai apprises. Inspiration, expiration. La respiration. Pas à la manière du petit chien. Parce non, pas du tout. La respiration du petit chien, c'est une respiration de stress. Donc faire, c'est pire. Faire des respirations profondes et longues avec le ventre, ça aide vraiment le bébé à descendre et nous à nous détendre, parce que c'est à la fin de l'expiration que l'ocytocine va être sécrétée. Donc oui, tous ces petits trucs que je donne dans les livres, je les ai appris au fur et à mesure. Et c'est très joli, parce qu'en fait, si on prend chaque première lettre de mouvement, abandon, gravité, inspiration, expiration, étirement, ça fait magie. Donc ça, c'est joliment dit. C'est ce qu'il faut retenir, mesdames, si vous allez bientôt accoucher. Ce sont ces mots, ce mot magique, en fait, ces mots magiques. Ouais, j'essaye de trouver toujours des moyens mémotechniques qui soient visuels ou comme ça, pour aider les femmes parce que les livres et les informations, ils existent, même s'ils sont pas très accessibles. Pour moi, la force de la bande dessinée, c'est de rendre les choses accessibles. J'essaye de les rendre solaires, de les rendre drôles. J'essaye vraiment de faire comme si je parlais à ma sœur ou à des amis, pour que, voilà, elles ressortent pas de là en ayant l'impression d'avoir reçu un cours magistral hyper plombant, mais qu'il y a des moyens rigolos de se souvenir des choses, ou poétiques. Et il y a rien qui me fasse plus plaisir que... C'est fou quand même quand j'ai des témoignages de lectrices. Vous en avez beaucoup? Ou de lecteurs, j'en ai énormément qui me disent... De papa oui, aussi. À ce moment-là, j'ai vu ta page là sur l'endorphine, tu sais, la page toute bleue. Et donc je vois qu'il y a des gens qui sont très visuels ou très sonores. Enfin voilà, le mot magie va les frapper, ou ce sera une page, une image en particulier. Pour moi, c'est incroyable d'être présente dans la vie des gens à un moment si fou qu'est la naissance de leur bébé. Pour finir, Lucille Gomez, si je vous dis maman, à quel super pouvoir pensez-vous en premier? Maman? Ouais. Ouais. Ah, mais moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la confiance. C'est la confiance. Avoir confiance en son... En fait, ça paraît un peu cucu, dit comme ça, mais avoir confiance en la vie, quoi. À la vie qui fait son chemin, à ce bébé qui arrive, à son corps qui sait faire, et aux accompagnateurs qu'on s'est choisis, accompagnateurs, accompagnatrices qu'on s'est choisis. Pour moi, ce serait vraiment le mot-clé. S'il y avait qu'un seul mot à retenir, ce serait le mot confiance. Je pense à toi, future maman. N'oublie pas, chaque naissance
équilibre de puissance et de délicatesse est unique, supporte mal d'être calibré et mérite, quoi qu'il arrive, d'être respecté, écouté et accompagné. C'est justement pour accompagner les futurs papas, coparents, leurs familles et surtout pour booster la confiance, vous l'avez dit, des futures mamans, la confiance en leur corps que vous avez illustré donc cette trilogie, ô combien pédagogique, je tiens à le dire, parce que toutes les femmes ont le droit d'être actrices de leur accouchement. La naissance en BD, c'est à retrouver chez Mama Édition. Merci aussi à votre petit partenaire félin, Méphisto-Félix. J'ai du mal à dire son nom quand même. C'est normal, il est un petit peu espiègle jusqu'au bout. C'est un coquinou, exactement. Il est là pour nous titiller. Oui, il a raison. Merci à vous, Lucille Gomez. Merci. Merci. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper Métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne Guéquière et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Podcast Addict et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.